ordinateur. Donc, utile. Utile, c'est un référentiel de bonne pratique. Il est destiné à qui? Il est destiné à toute organisation. Donc, une organisation, c'est une équipe ou une personne. Une organisation, elle peut être fournisseur de services ou consommatrice de services. Tu fournis un service, tu es fournisseur, tu consommes, tu reçois le service. OK? Un service, il peut être deux cas, externe à l'organisation du consommateur. Les opérateurs télécoms sont des fournisseurs externes. Il peut être interne. Comme on a dit hier, chacun d'entre vous est fournisseur de notre équipe. C'est clair? Le consommateur, c'est en anglais service consumer, une organisation qui reçoit un service. OK? C'est clair. Ensuite, toute organisation, elle utilise des ressources. Donc, on se pose la question, quels sont les types de ressources qu'on utilise? On a vu hier qu'il y a 4 types de ressources. La première, c'est l'organisation et les personnes. On a dit hier, on a dit la structure, la communication, définition des rôles et responsabilités, ainsi de suite. Donc, toute organisation, on a besoin de ce type de ressources. Les people, ils peuvent être internes ou externes. Les ressources qu'on utilise, ils peuvent être de l'organisation, on peut les sous-traiter ailleurs. Donc, ça, c'est la première dimension. Le premier type de ressources, c'est l'organisation et personne. Deuxième type, c'est l'information et technologie. On a dit quoi? On a dit, il y a les connaissances. On a une base de connaissances. Ensuite, on a aussi l'information. On a dit que la richesse de l'organisation, c'est son information. Ce qui fait la différence entre les fournisseurs de services, je connais bien chez les opérateurs télécoms, leur base clientèle, ils ont une base clientèle de 5 millions. Ils ont des informations sur 12-13 millions. Même si quelqu'un, un jour, il a appelé un abonné de l'opérateur, ils gardent leur information. Donc, au moment où ils vont décider de lancer une nouvelle offre, ils vont puiser l'information, ils vont l'analyser pour lancer une offre. Donc, on a l'information, on a la connaissance, on a la technologie d'une façon générale. Technologie, donc tout type de technologie, supervision, workflow, fourniture de services, backup, tout type de technologie, il est là. Donc ça, c'est le deuxième type de ressources. C'est les actifs IT. Bravo, on va voir aujourd'hui. Ah. Écoutez mais cette phrase-là. Toutes les ressources sont des actifs IT. Même toi, tu es un personnel, tu es un actif IT. Un fournisseur et un partenaire est aussi un actif IT. Oui, oui. On va voir la définition aujourd'hui. Toute ressource, tout composant qui pourrait contribuer à fournir un service, c'est un actif IT. Même un hébergeur de cloud, c'est un actif IT. Il peut contribuer à fournir des services IT. Donc, troisième type, les partenaires fournisseurs. Oui. Oui, elle est là. Dans l'organisation, oui. Communication, on pourra dire culture ou valeur. Voilà, c'est là. C'est ça une organisation. On définit une organisation avec tous ces éléments-là. Donc, on a dit, on a besoin de partenaires et fournisseurs. On aura besoin d'avoir des accords et des contrats pour garantir un engagement de la part de nos partenaires fournisseurs. OK? Donc, on a 2 types, 3 types. Maintenant, on va partir vers le 4e type, c'est les flux de valeur et les processus. On a commencé hier à voir les flux de valeur et les processus. Donc, on a un flux de valeur, c'est quoi? C'est un ensemble d'étapes. Ensemble d'étapes.
Je reçois une demande de la part d'un client, un nouvel employé, un nouveau service, un incident. Ça, c'est une demande. On va exécuter un ensemble d'étapes. On a dit hier que l'étape, dans un flux, on décrit l'étape en langage business. Langage business. C'est-à-dire comment le client comprend ça. Ce n'est pas en langage technique. On va définir un flux. Un flux est décrit à un haut niveau des étapes. Une même étape, elle peut comporter plusieurs activités. Action. Une même action, activité peut comporter plusieurs tâches. OK? Ensuite, on a dit un processus. C'est quoi? Un ensemble. Hein? Allez, quel est le terme? Un ensemble d'activités. L'activité. Voilà. Un ensemble d'activités. Il a un input, il fournit un output. Voilà, c'est ça le processus. Il a un input, il fournit un output. C'est l'inverse. OK. Donc, tout fournisseur de service, il a besoin de ces quatre ressources. Normalement, tout fournisseur de service, il a un catalogue. J'expose mon catalogue à mes clients, internes et externes. Je reçois une demande, je vais déclencher un flux. Un flux est un ensemble d'étapes. Chaque flux, il va utiliser les autres ressources. Pour installer une imprimante chez un utilisateur, je vais dérouler le flux fournir imprimante utilisateur. J'aurai besoin de ressources humaines. J'aurai besoin d'un matériel. J'aurai besoin parfois d'un fournisseur pour intervenir. Donc, chaque flux, il utilise les quatre ressources. C'est clair? Donc, lorsqu'on dit flux de valeur, on dit généralement les quatre ressources. C'est bon? Allez, donc on a vu les ressources. Maintenant, quel est le rôle de tout fournisseur de services? On est quoi? On est fournisseur de services et on fournit des services à des consommateurs et à des consommateurs et on fournit à des consommateurs. Ok, je vais voir ce détail-là. Allez, on est un fournisseur de services. On fournit, regardez ça en anglais, hein, IT Enabled Product and Services. Tout produit qui est facilité par la technologie de l'information, tout service qui est facilité par les IT, il est dans le scope de notre IT. Donc, IT, c'est un référentiel de bonnes pratiques de gestion des services et des produits, mais il est facilité par l'IT. Donc, tout produit de service, il est dans notre scope. Donc, un service, c'est quoi? Un service, c'est un moyen. On a dit hier, la différence entre service et le bien. Donc, un service est un moyen qui permet la co-création de valeur. On a dit co-création, c'est la coopération. Ça pourrait dire aussi les deux parties prenantes vont gagner. On va collaborer, vous et moi, pour atteindre vos objectifs, mais aussi mes objectifs. Donc, on va coopérer ensemble pour atteindre le résultat. Donc, il va faciliter les résultats que le client veut atteindre, mais avec une précision. Il y a des coûts, il y a des risques. Lorsqu'on parle de service, c'est le fournisseur qui va gérer ça. L'avion, il comporte des risques. Nous, on paye quoi? Qu'est-ce qu'on paye? On paye le billet d'avion. Mais s'il y a des risques supplémentaires, c'est la compagnie qui va les assumer. Donc, toujours, il y a des coûts de risques, mais on délègue la gestion des risques au fournisseur pour les gérer. Voilà, donc ça, c'est le produit et le service. Un produit, en anglais product, c'est une configuration de ressources. On a vu hier, le fournisseur de matériel, il a différents types de ressources, alimentation, mémoire, câble Internet, câble réseau. Il va les configurer, il va préparer un produit. Ce produit, il peut être livré directement au client. Vous achetez un serveur, vous assumez la responsabilité de l'exploitation. Il s'agit d'un produit. Vous pouvez avoir ce même produit sous la forme d'une offre de service. Maintenant, il y a un concept qui s'appelle DAS, Device as Service. Maintenant, vous pouvez louer des PC chez des fournisseurs. Donc, il s'agit d'un bien, non, il s'agit d'un service.
étant donné que le fournisseur assume la responsabilité de l'exploitation, il s'agit d'un service. OK? Ensuite, les caractéristiques de tout produit et de service. On a deux caractéristiques, l'utilité et la garantie. L'utilité, c'est la fonctionnalité offerte par le service. Autrement dit, l'utilité, que fait le service? Un service, il est utile, il est adapté aux besoins. Je m'adresse, par exemple, à un opérateur télécom, il me fournit uniquement la DSL. Il ne fournit pas la fibre optique. Ce service n'est pas adapté aux besoins. Je devrais aller chez un autre. Je vais aller chez un autre opérateur. Il fournit la DSL, il fournit la fibre, mais il ne fournit pas la communication. Donc, ce service-là, il n'est pas adapté à mon besoin. Donc, c'est un service qui satisfait tous mes besoins. OK? On a dit hier les fonctionnalités exigées par le consommateur de la téléphonie. Ça fait 20 ans, c'était uniquement la communication. Maintenant, on devient de plus en plus exigeant. On cherche des services qui sont mieux adaptés à nos besoins. Donc ça, c'est l'utilité. Deuxième caractéristique d'un produit, d'un service, c'est la garantie. La garantie, c'est une assurance. Je suis assuré que le produit va répondre aux exigences convenues. Un service, il est garanti, il fonctionne comme convenu. Par exemple, j'achète, voilà, tout à l'heure, on parlait de la batterie. Quelle est la garantie de la batterie d'un PC? Combien d'années? Une année, 2 années, 3 années? Parfois, 3 mois. 3 mois uniquement. Voilà. Donc, au cours des 3 mois, s'il y a un incident sur la batterie, le fournisseur va la réparer. Dépasser le délai, c'est fini, c'est hors garantie. Donc, un service, il est garanti, il est adapté à l'utilisation, il fonctionne comme convenu. On n'est pas obligé de s'adapter au service. Par exemple, les opérateurs télécoms, ils ont un engagement de disponibilité du réseau, ce qu'on appelle la couverture du réseau. Je reviens 20 ans à l'arrière, Tunisiana. En 2003, il avait un slogan, Tunisiana, on disait ça. Donc, le service n'est pas disponible, il n'a pas de couverture, il n'est pas garanti. Donc, le service, il est adapté à l'utilisation. Il couvre, comme on a dit hier, 4 aspects. Lorsqu'on dit garantie, c'est la disponibilité, c'est la continuité, la sécurité et finalement la capacité. Maintenant, dans certains termes, on parle plus de disponibilité et continuité. Presque c'est la même chose. Hein. Maintenant, on ne peut pas identifier si on travaille en mode disponibilité ou en mode continuité. Par exemple, on utilise maintenant le Zoom. S'il y a une coupure du serveur principal, il va basculer automatiquement en mode continuité. Donc, on ne parle plus de disponibilité et continuité, c'est la disponibilité. Et pour la capacité, on parle aussi de capacité et performance. Si on a une bonne capacité, cette capacité, elle doit être performante. Ça ne sert à rien d'avoir, par exemple, un serveur avec 200 Tera, 300 Tera, mais la performance n'est pas là. Ça ne sert à rien d'avoir une voiture qui peut rouler à 200 km, mais elle n'est pas performante. Voilà. Donc ça, c'est les caractéristiques d'un service. On continue. À qui on fournit un service? On fournit un service à un consommateur. Donc, lorsqu'on dit consommateur, dans utile, on parle de 3 rôles possibles. Le terme consommateur peut signifier 3 rôles possibles. Donc, le premier, c'est le client. En anglais, c'est le customer. C'est quoi un client? C'est quelqu'un, c'est un rôle qui définit les exigences. Il souhaite ça et ça et ça. Cette formation, pour nous, le client, c'est votre société. Et aussi, il assume la responsabilité des résultats de la consommation de services. Vous allez faire votre choix, vous devez subir la responsabilité. Par exemple, vous allez acheter votre téléphone chez l'opérateur, vous demandez, par exemple, d'avoir une facture post-payée, votre consommation avec une facture. C'était le cas
ça fait 20 ans, chez Tunisiana, quelqu'un avait une facture post-payée, il a donné son smartphone à son fils pour jouer. Lui, son fils, il a appelé un élément, un numéro international. Après une heure, la facture, elle était des millions. Il est venu, c'est quoi ça? J'ai pas passé de communication. Mais, cher monsieur, tel jour, voilà, vous avez appelé votre numéro, tel numéro et vous devez subir ça. Et c'est pour cela, maintenant on dit, hein, pour l'international, les opérateurs ont mis un chronomètre. Je pense 30 minutes ou 15 minutes ou plus. Si la communication dépasse ce délai, l'opérateur va couper la communication automatiquement. C'est pour éviter ce cas-là. Donc, le premier cas, c'est le consommateur. Il définit les exigences et il assume la responsabilité. Deuxième cas, utilisateur. Un rôle, toute personne qui utilise un service, il s'agit d'un utilisateur. Pourquoi, entre parenthèses, pourquoi on n'a pas dit une personne qui utilise un service? Entre parenthèses, la première version de Util 4, il disait hein, la personne qui utilise un service. Ensuite, ils ont modifié ça. Pourquoi on dit un utilisateur? C'est un rôle qui utilise un service, ce n'est pas une personne. Je vous donne l'exemple, le service messagerie. Qui peut utiliser le service messagerie? Allez, qui peut envoyer des mails? Allez, c'est qui? Qui peut envoyer des mails? Voilà. Donc, un programme, un serveur, un équipement, il peut envoyer. Donc, c'est pour cela qu'ils ont adapté. On dit rôle, ce n'est pas une personne uniquement. Troisième type de consommateur, c'est le sponsor. Un sponsor, c'est un rôle qui autorise le budget. On a besoin de quelqu'un qui va signer le chèque. Entre parenthèses, le sponsor, il peut être interne et aussi externe. Les événements que vous voyez, on va organiser un événement transformation digitale. Qui va sponsoriser ça? Ce n'est pas les organisateurs, c'est des sociétés qui vont payer. Donc, tout rôle qui signe le chèque, il s'agit d'un sponsor. OK? Voilà. Donc, on a un fournisseur, on a un consommateur. Maintenant, on va terminer le premier chapitre avec ce qu'on appelle la relation de service. Il y a un fournisseur, il y a un consommateur. Ces deux parties prenantes doivent coopérer. La coopération, elle est autour de quoi? Elle est autour d'une offre de service. C'est-à-dire quoi? Vous fournissez un poste de travail à votre employé, c'est une offre qui peut comporter un bien, le PC, accès à des ressources et des actions de service. Les actions de support, on les appelle des actions de service. Donc ça, c'est l'offre de service. Il y a des activités chez le fournisseur et il y a des activités chez le consommateur. Donc, les activités qui sont chez le fournisseur, vous êtes fournisseur, vous êtes responsable de gérer vos propres ressources. Ce n'est pas la STEG, par exemple, qui va dire à Sagem, je veux travailler avec X ou Y. Parfois, ça se fait. Mais ce n'est pas la responsabilité du consommateur. Donc, le fournisseur, il gère ses ressources. C'est lui qui donne l'accès aux ressources au client. C'est le fournisseur qui exécute les tâches, les actions de service. C'est lui qui va gérer les SLA. Et le fournisseur est responsable de faire l'amélioration continue du service. Le consommateur, lui-même, il a ses propres ressources. Il gère ses ressources. Il va recevoir les biens. Il va demander des actions exécutées par le consommateur. J'appelle le fournisseur Internet, je veux augmenter ma capacité. Donc, le fournisseur exécute et le consommateur, il demande, il accuse la réception des services fournis par le fournisseur. Ces deux parties prenantes doivent coopérer. On appelle ça quoi? Gestion de la relation de service. Maintenant, en Tunisie, il y a un modèle qui commence à se construire. L'IT n'est plus homogène. Historiquement, lorsqu'on dit IT dans une organisation, tout le personnel, il est de la même société. Maintenant, on commence petit à petit à avoir des équipes. Le service desk, c'est une équipe externalisée. L'équipe NOC, pour monitorer, c'est externalisé. Les équipes, ce qu'on appelle
le support applicatif et l'externalisé et l'équipe réseau, ça commence à être, bon, à l'étranger, c'est courant ça. On trouve une multitude d'équipes. Donc, il y a plusieurs relations de service. On devrait bien synchroniser cette relation pour éviter les engrenages. Généralement, lorsque nous tous le même personnel, le personnel de la même société, on peut se mettre d'accord. Mais lorsqu'il y a différentes entités, on doit convenir. Hier, on a dit ça, le SLA, le SLA, il est ici. On va décrire les activités effectuées conjointement. On va dire, nous sommes en relation de service, voilà mes responsabilités, voilà les vôtres. Et on va signer des engagements de délai. Un SLA ne peut être considéré que SLA que s'il y a des métriques. On ne peut pas dire, comme hier, hein, oui, nous, Oussama, il est en route. Il va venir. Quand il va venir, c'est pas quelque chose de misérable. Un SLA, il doit contenir des métriques tangibles. Plan assurance qualité, oui. Le plan assurance qualité, on le voit dans le flux de valeur pour un nouveau service. On va collecter, rappelez-vous bien, hier, on a dit on a besoin de collecter les exigences. Au moment de la collecte des exigences, on commence à préparer une squelette, un projet de PAQ. Au fur et à mesure, le projet avance, on va mettre à jour. Même le SLA, en fait, le SLA, généralement, il définit l'après-go live. Le PAQ, c'est en mode projet. On va évoluer dès la collecte des exigences, on va évoluer jusqu'à la livraison. Une fois le produit livré, on ne parle plus de PAQ, on parle de SLA. OK? Voilà. C'est clair? C'est bon. Allez, ça c'est la deuxième partie, le rôle. Ensuite, on continue. Quel est le but de chaque fournisseur de service? Chaque fournisseur de service, il a un but essentiel, fournir, créer de la valeur. C'est-à-dire, c'est quoi le terme valeur? Signifie quoi? Allez, on a dit hier, la valeur. C'est quoi la valeur? C'est le coût. C'est la fameuse balance. Ouais. Coût, risque et. Non, la valeur, c'est les Ah, bénéfices. Non, non, ça c'est comment créer de la valeur avec le service. Mais le terme valeur, c'est les bénéfices. les Utilité, coûts. utilité, non, non, et importance. Ah oui, mais c'est ça que je voulais te demander justement. Et Quelque la chose qui a différence. de la valeur, c'est quelque chose qui fournit des bénéfices, quelque chose qui est utile, quelque chose qui est important. On va créer de la valeur avec les services. La diapo qu'on a dit hier, comment créer de la valeur avec les services? On peut créer de la valeur avec les produits. OK? La balance, c'est comment créer de la valeur avec les services. Donc, le terme valeur, c'est quelque chose qui fournit des bénéfices, quelque chose qui est utile, quelque chose qui est important. Pour créer de la valeur, la recommandation, on a dit hier, la recette utile, mettez en place un système de valeur de service. Lorsqu'on dit système, il s'agit de 5 composants. Toute organisation a besoin de principes directeurs. C'est quoi les principes directeurs? Allons-y. Ce sont des recommandations. Ce ne sont pas des exigences. La gouvernance, toute organisation a besoin d'organisation, de gouvernance. C'est les moyens pour diriger et contrôler. Voilà. La chaîne de valeur. C'est quoi la chaîne de valeur? Allez, une chaîne de valeur, qu'est-ce qu'elle comporte? Non, on constitue une chaîne des flux en utilisant les activités de la chaîne. Donc, la chaîne, c'est un ensemble d'activités clés que le fournisseur peut exécuter. Je reçois une demande, quels sont les 6 types, quelles sont les 6 catégories d'activités que je peux faire. Voilà. Donc, les pratiques, bon, on n'a pas vu ça, c'est un ensemble de ressources. Un ensemble de ressources.
Voilà. L'amélioration continue, c'est une activité récurrente. On doit toujours penser à l'amélioration continue. Voilà. Donc, si vous voulez réussir, mettez en place ce fameux système. Et ça, l'aspect stratégique, c'est la clarté de la vision. Maintenant, est-il 4? Je prends un exemple. Hein. Hier, on a parlé de transformation digitale. On veut monter une équipe de transformation digitale. C'est ça la recommandation de ITIL. Vous voulez mettre en place une équipe de transformation digitale, mettez en place ce système-là. Vous voulez ouvrir une nouvelle filiale. Vous voulez externaliser une activité. C'est ça la recommandation de ITIL. OK? Voilà. Donc maintenant, nous avons presque terminé. Voilà, on a tout vu. On a vu les ressources, les rôles, les buts, et on a commencé par l'organisation. Voilà, ça c'était la révision de la partie qu'on a vue hier.